Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une nuit historique qui vient de s'achever. Pendant que vous dormiez à point fermé dans le confort de vos lits à la lueur de la Lune, l'humanité a repoussé les limites de son exploration spatiale. Jamais notre espèce n'avait été si loin dans l'espace, 406 000 km de la Terre. L'exploit cette nuit de l'équipage de l'Artemis 2. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous avez pu vous émerveiller cette nuit des clichés fantastiques et inédits des 4 astronautes qui ont longé la face cachée de la Lune. Ils entament désormais leur retour vers la Terre, la tête encore pleine de ces images extraordinaires. Oui, celle par exemple du Grand Canyon de la Lune, cet immense cratère longiforme situé sur la face cachée de la Lune. D'autres cratères aussi plus récents apparaissent sous les yeux émerveillés des astronautes. On dirait un abat-jour percé de minuscules trous par lesquels la lumière passe. Ils sont très brillants par rapport au reste de la Lune, lance Christina Koch. Son équipier Victor Glover décrit un mur lumineux et un cratère semblable à un bonhomme de neige. Les astronautes sont au travail, ils cartographient, photographient le pôle sud de la Lune. Le temps file, ils vont bientôt être coupés du monde. Aucune communication avec le centre de contrôle de Houston ne sera possible alors qu'ils passent de l'autre côté de la Lune. Houston, you are 6 minutes from your 40 minutes. Au total, 40 minutes de silence radio, puis une reprise des communications. C'est super d'avoir à nouveau des nouvelles de la Terre, lance Christina Koch, avant que les 4 astronautes ne reçoivent un appel de Donald Trump dans leur capsule Orion. Vous avez fait l'histoire, leur dit le président des États-Unis. Si la mission Artemis est une mission d'observation, elle sert surtout de test pour le vaisseau Orion et de survie en orbite, alors que la NASA envisage de construire une base sur le pôle sud de la Lune dans les prochaines années. Merci Wilfried de Villers. Allez, retour sur Terre, la pression monte sur l'Iran. Oui, Donald Trump a souvent lancé des ultimatums aux gardiens de la Révolution, mais celui qui doit s'achever ce soir serait tout sauf du bluff, selon l'entourage du président américain. Christophe Bordet, bonjour. Bonjour à tous. Donald Trump a de nouveau montré les muscles hier soir en conférence de presse sur un ton plus que jamais déterminé. L'Iran pourrait être détruit en une seule nuit et cette nuit pourrait être ce soir. Les sourcils froncés, le regard noir. Cette fois derrière le pupitre de la Maison-Blanche, devant les journalistes, le président américain ne plaisante pas. Son dernier ultimatum prend fin à 20h, heure de Washington, 2h du matin à Paris. Le locataire de la Maison-Blanche, revigoré comme jamais après le sauvetage spectaculaire des 2 pilotes américains sur le sol iranien, bombe le torse. Que les Iraniens négocient, sinon l'enfer s'abattra sur eux. Premier objectif, la réouverture du détroit d'Ormuz. Il faut que nous parvenions à un accord qui me convienne. Et l'un des éléments de cet accord sera que nous voulons la libre circulation du pétrole et de tout le reste. Faute d'accord, Donald Trump le promet, les infrastructures énergétiques et les ponts du pays seront détruits. Nous avons un plan, grâce à la puissance de nos forces armées, qui permettrait de détruire tous les ponts d'Iran d'ici minuit et de mettre hors service toutes les centrales électriques du pays. Cela pourrait se faire en l'espace de 4 heures si nous le voulions. Les menaces du président américain ne changent rien aux opérations militaires menées par l'Iran, rétorquent les gardiens de la Révolution. Cette nuit, la télé d'État iranienne a appelé les enfants du pays à se masser autour des centrales électriques comme bouclier humain pour empêcher d'éventuelles frappes. Merci Christophe Bordet. On note que ce matin, l'armée israélienne exhorte les Iraniens à ne pas voyager en train jusqu'à 17h30 GMT, laissant augurer des frappes à venir sur les réseaux ferroviaires iraniens. Et pendant ce temps, les cours du pétrole flambent toujours. Plus de $110 le baril de Brent ce matin. Oui, alors que Total Energy a mis fin hier soir à son plafonnement des prix, les mesures du gouvernement restent extrêmement ciblées et limitées. Et même ceux qui en bénéficient dénoncent des aides trop faibles. Les agriculteurs, par exemple, se mobilisent ce matin. Bonjour Alexis Bourdon, vous êtes en direct des Yvelines à Saint-Nom-la-Bretèche, à une trentaine de kilomètres de Paris, où sont rassemblés des tracteurs. Oui, ils viennent tout juste d'arriver pour bloquer le rond-point des engins qui roulent au GNR, le gazole non routier. Il est passé de 70 centimes le litre avant le début de la guerre au Moyen-Orient à plus d'1,50 € cette semaine. Impossible de travailler dans ces conditions pour Vincent, agriculteur à la coordination rurale des Yvelines. C'est vraiment pas tenable. Là, on a les cuves, elles sont à sec. On ne peut pas faire le plein des cuves parce qu'au-delà d'1 euro, on ne peut plus couvrir les frais pour les interventions. Donc on est criblé de crédits. Puis le gouvernement nous parle d'emprunt sur le GNR. Nous, on fait des emprunts pour acheter du matériel ou construire des bâtiments. On ne fait pas de l'emprunt sur du GNR. Si c'est vraiment ça l'agriculture aujourd'hui, on est mal barré.
Derrière moi, des pelles entassent de la terre et des déchets au milieu du rond-point. Preuve de la colère des agriculteurs également confrontés à la hausse des coûts des matières premières. Certains producteurs de fruits et de légumes me confiaient ce matin que le kilo d'engrais avait plus que doublé car son prix est calculé sur celui du gaz. Le risque de pénurie n'est pas à exclure. Les représentants de la coordination rurale ont obtenu un rendez-vous ce matin avec le préfet. Ils espèrent se faire entendre sous peine de renouveler ce genre d'opération. Alexis Bourdon en direct de Saint-Nom-la-Bretèche dans les Yvelines pour Europe 1. Hier, la CGT a demandé le blocage des prix à la pompe à 1,70 € maximum. Sujet qui sera sur la table lors d'une rencontre cet après-midi à Bercy entre syndicats et ministres de l'économie, du travail et de l'énergie. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. À la une ce matin également, le projet de loi sur les fraudes sociales et fiscales voté à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Depuis son adoption au Sénat en novembre dernier, il a été fortement remanié. Une centaine d'amendements y ont été intégrés. C'est donc une version considérablement durcie par les députés qui va être votée aujourd'hui, Maï-Hélène Trémollet. À commencer par le Rassemblement national qui a obtenu, contre l'avis du gouvernement, un renforcement drastique des sanctions en cas de fraude aux prestations sociales. Malgré l'opposition nette de la France insoumise, le camp nationaliste fait ainsi passer des amendes bien plus strictes, mais aussi la possibilité de suspendre tout simplement certaines subventions. Le Parti socialiste, de son côté, a ciblé particulièrement le travail au noir, introduisant la possibilité de doubler les sanctions contre les activités dissimulées. Et toujours contre l'avis du gouvernement, le MoDem a fait passer, lui, un amendement pour sanctionner les arrêts de travail falsifiés. Et la liste est encore longue puisque les élus se sont par exemple mis d'accord sur une possible suspension des allocations chômage en cas d'indice de fraude ou encore sur un meilleur accès à certaines informations pour mieux lutter contre la fraude au RSA. Autant de mesures qui devraient soulager les comptes publics puisque selon Sébastien Lecornu, le texte d'origine devait rapporter à minima plus d'1,5 milliard pour les caisses du fisc dès sa mise en application. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et c'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Le gouvernement, selon vous, en fait-il assez contre la fraude sociale? Vous votez, vous répondez dès maintenant, on vous attend. Un mot de sport. Oui, le tennis et le Masters 1000 de Monte-Carlo. Hugo Humbert face au numéro 2 mondial Yannick Sinner à la mi-journée. Premier tour et un duel français pour Alexandre Muller et Corentin Moutet. Gaël Monfils, lui, jouera en 16e face au Kazakhstanais Alexander Bublik. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 à partir de 8h30. Vos signatures du mardi. Nous serons avec Emmanuel Ducrot qui nous parlera du renforcement des tickets restaurants. Est-ce qu'on pourra les utiliser le dimanche? C'est en tout cas le projet. Eugénie Bastier nous parlera d'un vote aussi, une résolution de l'ONU qualifiant l'esclavage et la traite transatlantique de plus graves crimes contre l'humanité. Mais tout de suite, c'est Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, qui est l'invité de Laurence Ferrari à 8h09 sur Europe 1. Bon réveil.